L'équipe du dimanche, pilotée ce soir par Dieudonné Amonto, vous amènera sur le tapis rouge du cinquantenaire du FESPACO avec le sacre du Rwandais Joël Karekezi, les faits et le bilan à chaud avec le président du comité d'organisation, Yacouba Traoré, qui est avec nous déjà sur ce plateau. Nous parlerons de la polémique autour de la statue de Thomas Sankara dévoilée cette semaine. Nous parlerons du premier anniversaire du putsch manqué de septembre 2015. Autre sujet ce soir, les évacuations sanitaires, un véritable casse-tête pour le Burkina Faso. Un spécialiste pour en parler, le docteur Mohamed Korglou, président de Mondial Cœur France. Voici pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue au 7 Info. Le Rwanda à l'honneur jusqu'au bout, pays invité d'honneur, pays vainqueur de l'étalon d'or de Nyenenga avec le film The Mercy of a Jungle du jeune cinéaste Joël Karekezi, 33 ans. Ce film qui remporte également la meilleure interprétation masculine avec Marc Zenga, le Burkina Faso qui espérait l'or pour marquer ce cinquantenaire, devra encore attendre. S'il y a une séquence des récompenses du 26e FESPACO qui a marqué les esprits par son caractère solennel, c'est bien l'arrivée de la mégastar de la soirée. L'étalon d'or du Nyenenga effectue une entrée plutôt triomphale et majestueuse avec la musique qui l'accompagne. Après un bref salut aux 4 chefs d'État présents, il se dirige vers son destin en petit trot, lentement et sûrement. Puis, une fois sur le podium, se dresse sur ses sabots avec fierté, sous les yeux admiratifs du public. Avant de s'installer sur son trône et de commencer à galoper à travers ces magnifiques fresques sur les sentiers parfois rocailleux de l'Afrique du cinéma et de son manque criard de financement. Mais contre vents et marées, et ce depuis 50 ans maintenant, l'étalon continue ses galops de pays en pays avec cette question ce 2 mars, quelle sera sa 26e destination? Et c'est au Rwanda que l'étalon d'or fait sa pause grâce à The Mercy of a Jungle du réalisateur rwandais Joël Karekezi. Je suis très content. Je dois travailler encore, je dois faire mon prochain film. Merci, Burkina Faso. Ces scènes de joie et d'émotion se sont produites à de nombreuses reprises chez plusieurs autres vainqueurs du 26e FESPACO. En tout, environ 34 prix ont été décernés avec une forte majorité féminine. Le FESPACO 2019, c'est 434 projections dans 8 salles en une semaine et plus de 145 millions de francs CFA distribués. Le sacre suprême pour The Mercy of a Jungle, c'est le fruit d'un travail physique et psychique dans la jungle congolaise. Un film hautement engagé, c'est l'absurdité de la guerre qui est dénoncée. À l'abri des regards dans l'une des jungles les plus denses au monde, factions diverses et armées régulières s'affrontent dans une guerre sans merci. Soldats et miliciens défendent pour le compte de puissances régionales et internationales les richesses minières de la région. Dans cette guerre des plus atroces, Xavier, héros de guerre rwandais, traque avec son unité dans la province du Kivu les génocidaires. À ses côtés, Faustin, un paysan qui s'est fait enrôler pour venger la mort de ses parents. Mauvaise fortune, les deux hommes perdent la trace de leur unité et se retrouvent seuls, perdus dans la jungle. L'aventure est périlleuse, la forêt est assiégée par les rebelles qui pillent et massacrent les rares villages. Xavier Faustin compte désormais sur la miséricorde de la jungle.
The Mercy of the Jungle, un film de Joël Karekesi. À travers ce film, comme vous l'avez vu, il y a des Congolais, il y a des Rwandais, il y a des Ougandais, il y a des Maliens. C'est un film, je dirais, toute l'Afrique. On était ensemble, l'Europe, on était ensemble parce qu'on avait envie, quand ils ont lu les scénarios tous, on avait envie de faire ce film. Ce n'est pas un film d'un pays qui combat un autre, ça va au-delà de ça. Ça explore un peu l'humanité, l'amour, la beauté de notre Afrique et le futur. Et le futur doit être merveilleux. C'est ça. Voilà, on dirait merci. The Mercy of the Jungle est le film inaugural de l'édition cinquantenaire du FESPACO, un beau film pour les cinéphiles qui ont inondé la salle du ciné Burkina. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Il faut dire que déjà à l'entame, je m'attendais un peu à la guerre au Rwanda, mais on m'a un peu déphasé. Voilà, je sais pas, j'ai beaucoup apprécié la réalisation, les plans, les différents plans, les différentes séquences. Et puis j'ai beaucoup aimé le fait que le réalisateur ait axé son film sur 2 acteurs. J'ai beaucoup aimé. Maintenant, après, c'est l'histoire que j'ai pas forcément très bien compris. J'ai eu des incompréhensions à quelques niveaux, mais sûrement que demain, à la deuxième diffusion, on aura peut-être l'occasion de lui poser des questions et pour en savoir davantage. Retour sur l'ambiance de la cérémonie de clôture de ce cinquantenaire. C'était une belle ambiance artistique en tout cas, devant 3 chefs d'État, le Rwandais, le Malien et le Burkinabé. Le Rwandan Nziza, ou l'hymne rwandais entonné avec vive émotion sous les yeux des présidents Paul Kagame, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali et Rochmar Christian Kabouré du Burkina Faso. Puis, pour l'Afrique et pour toi Mali, l'hymne malien chanté savamment par Eunice Goula en collaboration avec la fanfare nationale et des choristes. Pour une Afrique unie, si l'ennemi découvre son front, au-delà ou au-delà, liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali, notre combat sera liberté. Pour être complet, c'est le tour de l'hymne burkinabé de faire vibrer le palais des sports de Ouaga 2000. Et là, c'est la suave voix de Nourata qui prononce les vers empreints de combativité du Ditanien. On est colonialisme et ses petits servants locaux. Oh, la lutte héroïque et une seule nuit a déclenché sa marche triomphale vers l'horizon du bonheur. Nous vaincrons. Et c'est parti pour les séries de récompenses de la 26e édition du FESPACO. Pour agrémenter la maîtrise de la cérémonie, des comédiens de renom aux côtés de Big Ben pour tenir en haleine le public. Le public qui a aussi eu droit, comme à l'ouverture, à la prestation du Ballet national du Rwanda, pays à l'honneur. Avant lui, Alif Naba, Maria Bissongo et John Kunker se sont succédés sur le plateau artistique. En apothéose, la diva de la musique malienne, Oumou Sangaré n'a pu interpréter que 2 de ses chansons dans un palais des sports presque vide. Vide parce qu'à l'entame de sa prestation, 2 présidents se sont retirés, occasionnant ainsi le départ d'une grande partie du public et des invités. D'autres prestations, dont celle du musicien malien Tidiane Seck, ont été annoncées, mais rien n'y fit. La direction artistique espérait mieux. Bon,
je sors plus ou moins satisfait. Il y a eu la clôture, c'était génial. L'ouverture, c'était génial. La clôture, ouais, artistiquement, c'était bien. Mais au niveau du remise de prix, il y a des petites choses qui n'ont pas fonctionné. Donc, disons que pour la clôture, je suis à moitié content. Et voilà donc pour ce qui est de la cérémonie de clôture. Avec nous sur ce plateau, le président du comité d'organisation nous a fait l'honneur, Yacouba Traoré, journaliste, écrivain. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est un honneur de vous recevoir sur ce plateau. Moi également. On imagine qu'on est encore sous le coup de la fatigue. C'est une débauche d'énergie toute cette semaine. C'est une grosse semaine. Oui, c'est une grosse semaine. C'est un cinquantenaire qu'on devait préparer. C'est une grosse semaine. On a beaucoup demandé au comité d'organisation. C'était pas évident. Pour tout vous dire, je me sens aujourd'hui dans la peau d'un capitaine d'équipe qui a eu du mal à... J'étais satisfait, pleinement satisfait de l'ouverture. On a eu tout ce qu'on voulait, ça a bien donné. Tout a bien marché, paf, jusqu'à la clôture. Et même à la clôture, tout a bien marché au début jusqu'à l'exécution de l'hymne. Mais comme l'a dit Bilaka Kora tout à l'heure, ça a flanché un peu lors de la remise des prix, parce qu'il y avait une quarantaine de prix, n'est-ce pas? C'est énorme, justement. Oui, c'est énorme, mais c'est le FESPACO, c'est ça aussi le FESPACO. Tout le monde veut venir au FESPACO. Est-ce que ça veut dire que la clôture n'a pas été assez préparée comme l'ouverture? Le temps de préparation pour la clôture a été assez bref parce que l'équipe était sur plusieurs terrains à la fois. Les activités avaient déjà commencé. Le temps qu'on s'est donné pour répéter l'ouverture, on ne s'est pas donné de 2 semaines. Tous les soirs, il fallait répéter. Il fallait répéter jusqu'à 3 heures du matin. Je m'en veux un peu, parce qu'on a voulu donner un concept télévisuel à la clôture comme à l'ouverture, c'est-à-dire mettre de l'émotion et du suspense. Et pour mettre cette émotion, ce suspense-là, il fallait collaborer avec la télévision publique. Mais je leur ai trop demandé. Je suis un peu comme Toussaint l'ouverture. Toussaint dit sa femme, vous demandez trop aux hommes. Moi je dis non madame, un pas, un deuxième pas, tenez nos chemins. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. À la clôture, les gens étaient complètement émoussés. Vous savez, c'est pas la meilleure équipe du monde qui gagne la Coupe du Monde. La France n'est pas meilleure au Brésil. Mais la France a su répartir son effort sur toute la durée de la compétition. C'est ça que moi je n'ai pas réussi. Et ça, je m'en veux. C'est un mea culpa? C'est pas un mea culpa. Je suis journaliste de télé comme vous. Vous savez que ça ne marche pas à tous les coups. Non, tout à fait. Non, je suis déçu pour ceux qui ont cru en moi. Je suis déçu pour ceux qui m'aiment. Je suis déçu pour ceux qui ont confiance en moi. C'est tout pour moi-même. Je sais qu'un journal aujourd'hui, ça peut marcher. Demain, ça ne peut pas marcher. Ça ne marche pas. Mais ce jour-là, il n'y avait pas de raison que ça ne marche pas. Mais ce jour-là, malheureusement, on était victime de 2 types d'aléas. Les aléas de la technique et les aléas de la vie. Vous savez, 5 minutes avant le lancement de la clôture, on nous annonce le décès de Maître Ondo. Tout à fait, oui. Maître Ondo qui a remporté les talents de Nyenenga en 1987. C'est un choc. C'était un choc pour tous les cinéastes, c'était un choc pour tous les organisateurs. Et il fallait rendre hommage à Maître Ondo. Vous savez ce que c'est qu'un conducteur. Il fallait tout bouleverser pour rendre hommage à Maître Ondo. Et pour demander, ça c'est les aléas de la vie. C'est ce que j'appelle l'aléa de la vie. Et pour demander la minute de silence, le délégué général monte au podium, le micro ne marche pas. Ça c'est les aléas de la technique. Je dis, ça peut arriver, mais ça arrive, hein, la technique. Mais on a vraiment tout donné. Tout a marché. Je suis fier
de ceux qui ont travaillé avec moi. Et je dis, le premier responsable, si ça n'a pas marché, au niveau de la clôture, c'est moi. S'il y a un coupable, le seul coupable, c'est moi. Je suis responsable et je suis coupable. Le plus important, l'objectif, c'était de bien faire, de réussir quelque chose d'assez spécial pour ce cinquantenaire. Absolument, parce que devant ces chefs d'État. Oui, j'ai beaucoup demandé. J'ai demandé plus qu'il n'en fallait et c'était normal. On a ouï dire que vous avez voulu, vous avez demandé trop de répétitions parfois. Oui. Physiquement, ça peut épuiser. Oui, j'ai demandé trop de répétitions. Dans la nuit du 1er au 2, la télévision, les techniciens de la télévision ont travaillé parce que sans les résultats, ça sont des secrets que je vous donne. La télévision a les résultats avant tout le monde, mais à quelle heure? À 3 heures du matin. 3 heures du matin? Oui, et il fallait travailler de 3 heures du matin à 17 heures. Ça, c'est limite quand même. Ça, c'est épuisant, il faut répéter. J'ai voulu faire un peu les choses comme dans le style Festival de Cannes, comme les Oscars. Ça n'a pas tout à fait donné, j'en suis un peu attristé, mais je suis fier. Ça n'enlève pas quelque chose à la qualité quand même de la fête sur l'ensemble? Non, sur l'ensemble, là, c'était une très belle fête. Sur l'ensemble, tout le monde... La première victoire, c'est qu'il n'y a pas eu d'incident. Tout à fait. Malgré le contexte. Dans ce contexte assez difficile ça, quand même. Il faut féliciter. Même si à un moment donné, certains de nos confrères ont trouvé que la sécurité était trop... Oui, même le président du comité d'organisation était bousculé par la sécurité. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Sur ce plan, je suis tout à fait... Et le FESPACO a gagné en notoriété. Parce que malgré ce contexte-là, tout le monde voulait venir à Ouaga. Et le premier problème qu'on a eu, la plus grosse difficulté, c'est qu'on voyait ce monde-là. Il y a beaucoup qui sont frustrés parce qu'ils n'ont pas pu venir. Et le FESPACO a gagné en crédibilité. J'ai fait le tour des médias internationaux ce matin. Ils sont unanimes à reconnaître que la sélection a été d'un bon cru. Il n'y a que les Burkinabés. C'est vrai que c'est cette satisfaction. C'est un bon cru. On est dessus que Apolline ou bien Abdoulaye Daouda n'ait pas remporté les talons. Mais c'est ça, quand nos œuvres vont transcender, n'est-ce pas? C'est ça aussi la dimension panafricaine de ce festival. Le festival a gagné. Sa crédibilité aussi réside à ce niveau. C'est une fierté. Ce ne sont pas le jury, ce n'est pas un choix politique. Ça fait l'unanimité d'ailleurs. Ce film, on apprécie tous bien. Il y a eu beaucoup de même si par hasard, à coïncidence, a fait que c'est le pays invité d'honneur qui est en même temps le lauréat. Oui, et ça, personne n'avait prédit ça. Personne ne l'avait prédit. Et tous ceux qui ont regardé le film sont unanimes à reconnaître que c'est un film de très bonne facture. Voilà, on n'a pas... Le jury a travaillé en toute indépendance. Tous les jurys ont travaillé en toute indépendance. La grosse difficulté, c'est le nombre de prix. Moi, je pense que les prix spéciaux, et ça, c'est difficile, c'est le talent d'Achille du FESPACO. Est-ce qu'il ne faut pas justement, à un moment donné, pour raccourcir un peu la cérémonie, parce que plus qu'elle est longue, plus ça lasse, est-ce qu'effectivement, à partir du moment où les prix spéciaux sont proclamés la veille, est-ce qu'il ne faut pas remettre les prix spéciaux à ce niveau et permettre qu'on aille directement sur les prix officiels? C'est ça la difficulté, parce que la plupart des institutions internationales veulent remettre leurs prix spéciaux à la clôture. À la clôture. Parce qu'ils veulent avoir de la visibilité, surtout devant les chefs de l'État. Ça, c'est une grosse difficulté. L'autre difficulté, ça a été aussi le fait que cette année, au lieu d'un étalon d'or, il y a 2 étalons d'or de Yinenga. Avec le documentaire. Avec le documentaire, long métrage. Et ça a allongé. Ça a été des difficultés. Bon. Justement, sur la question sur le documentaire qui était un peu l'innovation aussi cette année, on a vu quand même cette plainte de la présidente du jury qui aurait souhaité pouvoir intervenir au podium pour présenter un peu, dire pourquoi le choix du film. C'est vrai que les années antérieures, ça se passait aussi, où les jurys qui montent et qui expliquent un peu comment le travail s'est passé, mais là, il y avait cette difficulté encore de gestion du temps. Il y a ce qui relève de la cuisine interne. C'est ce que nous avons dit à cette bonne dame. Et il y a ce qui relève de ce qui doit être dit au public. Le public qui est venu là, les problèmes techniques et autres, ça ne les regarde pas. On n'est pas à une école de cinéma.
On est devant un public de cinéphiles. Il faut faire attention. Si vous voulez faire une déclaration, faire des doléances à des responsables, vous les voyez. Ils ont le secrétariat permanent du FESPACO à leur disposition. Voilà. Je sais que le matin même, ça a chauffé parce que nous, on voulait que le président du jury compétition long métrage monte pour s'exprimer au nom de tous les jurys. Elle n'a pas voulu. Elle voulait, elle aussi, parce que elle aussi, son jury est primé étalon d'ordre inégal, il fallait qu'elle monte absolument pour s'adresser au public. On dit non, dans ce cas, personne ne montera sur le podium. Voilà, ce n'est pas une tribune de règlement de compte, ce n'est pas une tribune de rivalité, c'est une tribune pour un plaisir au public. C'est assez d'égo, c'est assez de personnalité forte à gérer. C'est beaucoup, c'est des fous. On est dans le domaine de l'art. Oui, on est dans le domaine de l'art, ils sont tous fous. Voilà, ils sont tous fous et puis il faut gérer, c'est ça qui fatigue. Finalement, quelle est votre plus grosse satisfaction justement à l'issue de ce cinquantenaire? Ma plus grosse satisfaction, c'est quand, à l'ouverture, quand il y a eu des larmes, lorsqu'on a projeté les images de Ebie Missa et de Idrissa Ouedraogo. Ma plus grosse satisfaction, c'est l'engouement du public malgré le contexte sécuritaire. Ma satisfaction aussi, c'est le fait qu'on ait gagné, n'est-ce pas, en crédibilité, en notoriété. Ça, c'est une grande réussite. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de lacune. Je vous ai parlé de la cérémonie de clôture tout à l'heure. Mais qu'on ait réussi à organiser cette compétition en ce moment si difficile, pas pour le Burkina seulement, mais pour l'ensemble de la sous-région, je pense que c'est une grosse victoire. Et là, moi, je suis satisfait. Je suis satisfait, même si beaucoup de choses restent, n'est-ce pas, à revoir. J'allais doubler le nombre de membres du comité d'organisation. Parce que ce n'était pas une édition comme les autres. Ça, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu venir. D'accord. Voilà. J'imagine déjà que votre déception, c'est lié à cette cérémonie de clôture. On va suivre un peu cet élément sur les ratés. La cérémonie d'ouverture presque parfaite du 26e FESPACO augurait d'une apothéose grandiose ce 2 mars. Et pourtant, patatras. Tout a commencé à se gâter à l'entame des récompenses. Sur le podium, le maître des cérémonies est pratiquement perdu dans ses papiers, lisant les noms des vainqueurs avec tâtonnement. Aucune concordance entre lui et les hôtesses chargées d'amener les prix. Ça, c'est sur le podium. Maintenant, direction l'envers du décor, ou disons plutôt le revers de l'organisation. Dans ces coulisses, c'est la panique. Presque tout le monde est là. Les membres du comité d'organisation, des papiers en main, le directeur général de la RTB et un de ses journalistes, les hôtesses, mais aussi des ministres, deux en l'occurrence, celui de la culture et celui de la communication. C'est le tohu-bohu total. Tout le monde parle, on ne sait pas qui commande et surtout, on ne sait pas quoi faire. 3 mots caractérisent cette situation: cacophonie, cafouillage et désordre. Autant la cérémonie d'ouverture a été magique, magnifique, bluffante en termes de lumière, d'image et d'émotion à la hauteur du cinquantenaire du FESPACO, autant la fin a été un gros raté à la hauteur de ses ambitions, peut-être démesurées. Assez fort. Il est méchant. Hein? Non, c'est vrai qu'on a visé, on a placé la barre très haut. Un peu trop haute. Oui, on a beaucoup demandé aux gens. Et ça, une fois de plus. Pour l'homme de rigueur et d'exigence que vous êtes, effectivement, peut-être que. Oui, j'ai trop demandé. Si j'ai trop demandé, je le reconnais. Et alors que les équipes étaient, les activités avaient commencé, ils étaient partout. J'ai trop demandé. Ça. Peut-être qu'on a voulu économiser dans les ressources humaines à ce niveau? Non, non, du tout. J'avais carte blanche. Vous savez, il faut se faire une philosophie. Et je remercie le ministre de la Culture. Le ministre de la Culture, c'est lui qui m'a réveillé ce matin pour m'encourager. C'est pas tous les responsables qui sont capables de cette philosophie-là. C'est pas tous les... Non, il m'a appelé pour m'encourager. Il m'a dit, écoute, les gens s'étaient épuisés. On se retrouvera pour faire le bilan.
Mais une fois de plus, chapeau. Voilà. En tout cas, ça a été dans l'ensemble, en tout cas, une belle fête. Ça, c'est clair que c'est une critique, pour un cinquantenaire... C'est une critique confraternelle. Pour un cinquantenaire, en tout cas, on retiendra cette belle image de l'ouverture pour l'accueil de tous ces festivaliers. On a peut-être un élément qu'on n'a pas pu passer, mais l'ensemble des festivaliers venus d'ailleurs, dans l'ensemble, ont apprécié l'organisation de ce cinquantenaire. Et c'est tout à l'honneur, effectivement, du Burkina, comme vous l'avez dit, qui gagne surtout en crédibilité dans ce contexte sécuritaire assez difficile quand même. Il fallait le faire. Il fallait montrer que le Burkina reste une destination. Absolument. Il fallait, je pense que sur ce plan, on a réussi. Moi, j'ai fait la tournée de Paris et de Bruxelles. Tout le monde voulait venir à Ouaga. Et au-delà, je sais que lors de l'édition 2017, il y a eu environ 4000 invitations hors du Burkina. Cette année, pour ce il fallait aller vers 10 000. Énorme. Énorme. Il y a eu environ 12 000 badges qui ont été distribués. Il faut compter le double. Il faut compter le double. Ça a été... C'était pas évident. C'était pas évident. Malheureusement, j'aurais aimé commencer difficilement et terminer et finir en apothéose. Ça a été tout à fait le contraire, une fois de plus. Mais là, parfois des raisons indépendantes aussi de la volonté, comme vous l'avez dit, la technique, ça aussi, sa logique parfois que... On comprend difficilement. Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Ça arrive au mauvais moment. Oui. L'essentiel, c'est la bonne volonté qui était là. Absolument. Absolument. Voilà. Quand je travaille avec des gens, le résultat vient en deuxième position. Ce que je regarde d'abord, c'est l'engagement dans le travail. Et je vous avoue qu'il y a eu de la sueur et par moments même des larmes. Ce que j'ai fait pleurer au niveau du comité d'organisation, je m'en excuse, voilà. Je pense qu'ils m'ont compris après, il y a eu des larmes. J'imagine que c'était voulu se retirer entre-temps de ce... Il y a eu des larmes, il y a eu des larmes, il y a eu de la sueur, voilà. Mais je m'en excuse. Merci, merci, Monsieur le Président du comité d'organisation. On parlait du mémoire, mais aussi d'avenir. L'avenir, en tout cas 50 ans après, ça s'annonce radieux, on l'espère bien, pour notre cinéma. J'espère. Je vous ai donné un livre, là. Tout à fait. C'est moi qui vais diriger le journal. Tout à fait. Parce que là, on en parle justement, ce livre-là. Effectivement, ce beau livre que vous avez... que je vous offre. Que vous nous offrez, justement. En tout cas, que je prendrai beaucoup de plaisir à lire, justement, ce livre qui reclasse l'itinéraire de Madame Alimata Salambéré Ouedraogo, qui a été la présidente du comité d'organisation, du premier comité d'organisation du FESPACO. C'est assez extraordinaire quand même. Ce cinquantenaire, c'est aussi donc ce livre-là de Alimata Salambéré Ouedraogo, itinéraire et leçons de vie d'une femme debout. Et qui l'a écrit justement? C'est vous, le président du comité d'organisation. On va suivre justement l'élément. Quand le président du comité d'organisation du FESPACO 2019 décide d'écrire sur la présidente du comité national d'organisation de la Biennale du cinéma africain de 1969, cela donne une biographie sous un langage cinématographique couché sur 140 pages. Alimata Salambéré Ouedraogo, itinéraire et leçon de vie d'une femme debout est la 5e œuvre de Yacouba Traoré, journaliste écrivain chargé de l'organisation du cinquantenaire du FESPACO. Celle-là qui lui a inspiré ce livre est un modèle de femme battante qui peut et doit guider la génération actuelle. Je l'ai écrit sous forme cinématographique. Tant pis pour les critiques littéraires. Moi, je suis un littéraire. Mais voilà, c'est pas mon problème. Je l'ai écrit sous forme de flashback, sous forme de zoom, sous forme de travelling arrière. Voilà, c'est mon style aussi. Je décris le portrait d'une femme de l'audiovisuel. J'ai opté pour mon style. Je n'ai pas tenu compte des canaux, n'est-ce pas, qui sont imposés. De toute façon, je refuse toujours d'être dans un carcan. L'œuvre comporte 4 parties que l'auteur juge d'ailleurs insuffisantes pour parler du parcours de Alimata Salambéré. C'est pourquoi des poèmes viennent compléter cet hommage rendu. L'écriture d'une biographie répond plus à un besoin documentaire que purement littéraire.
ou si vous voulez, fictionnelle. Yacouba Traoré offre à découvrir une biographie exaltante de Madame Alimata Salambere Ouedraogo, figure féminine de proue pour la culture et le cinéma, notamment pionnière amazone du FESPACO. Un banc pour elle, s'il vous plaît. Yacouba Traoré a le mérite d'écrire cette biographie comme un scénario filmique en 4 grandes séquences par des techniques de flashback. Itinéraire et leçon de vie d'une femme debout retrace le vécu de Alimata Salambere, chargée de l'organisation du FESPACO sous Lamizana, ministre de la Culture sous Thomas Sankara, journaliste présentatrice de journal télévisé à la télévision nationale. Là, c'est véritablement une double contribution en tant que président du comité d'organisation, mais en tant qu'écrivain. Oui, c'est pré-planifié. Non, c'est un signe du destin. Vous savez, quand on n'écrit pas un livre en 3 mois, même pas en 1 an, moi je l'ai contacté il y a 2 ans, parce que je me demandais, j'avais, quand j'étais au niveau de la RTB, une émission qui s'appelait Saturne. Donc j'ai rencontré plusieurs cinéastes sur le plateau, et je me suis demandé quelle contribution du présentateur de Saturne à l'occasion du 50 ans. Je dis, tiens, je vais écrire le portrait de la femme qui a présidé le premier comité d'organisation. Et je l'ai approché pour lui demander ça. Elle me l'a accordé. Donc, j'ai commencé à l'écrire depuis 1 an. Monsieur Sango et moi, on ne se connaissait pas. On s'est connus lors du décès d'Idrissa Ouedraogo. Tout le monde se s'est parlé directement à l'occasion du décès de Idrissa Ouedraogo. Et après, il m'a appelé pour me demander de présider le comité. Donc, c'est pas du tout calculé. Je l'écris depuis 1 an. Et pour vous dire que c'est immense. C'est comme un signe du destin. Elle est journaliste, présentatrice de télé, la 2e femme à présenter le journal télé au Burkina après Odette Sanogo. Et elle a dirigé l'organisation de la première édition. Moi, je suis journaliste comme vous, ancien présentateur comme vous, et je me retrouve au niveau du 50aire. Non, je ne sais pas si je suis un bon présentateur. Vous êtes un modèle pour cette nouvelle génération. C'est un signe du destin. Et ce livre-là, je tenais autant à la production de ce livre qu'à la réussite de l'organisation du 50aire. Voilà. Donc je suis un homme comblé, malgré les lacunes de la clôture qui ont été énumérées méchamment, par mon jeune cadet Hervé Dagba. Hervé, il est très tranchant. En tout cas, c'est une double satisfaction en tout cas. Et ce livre-là qui va rester pour la postérité, les jeunes pourront connaître, comprendre l'histoire, l'itinéraire de cette dame qui a présidé donc le premier comité d'organisation du FESPACO. Merci pour cette grande contribution. Merci. Et tout ce qui n'a pas marché, une fois de plus, qu'on arrête de taper sur Big Ben, qui est un excellent présentateur. Qui a d'ailleurs sauvé un peu le web, il faut le dire. Le premier responsable de ce qui n'a pas marché, c'est le premier responsable de l'organisation. Moi-même. Un bon capitaine, vous assumez. Oui, j'assume tout. Merci. Merci d'être passé dans le 7 Info ce soir. Merci. La suite, c'est dans la santé, plus d'épidémies de rougeole dans les camps de Bassalgo et de Foubé dans le centre-nord. Le ministre de la Santé était sur les lieux ce jeudi et on apprend du même coup que l'urgence sanitaire a été levée dans ces 2 camps d'accueil des victimes du massacre de Yirgou. À Corvée-Bois pour les unes, une partie de football ou de balançoire pour les autres. Enfants et adultes dans les camps de déplacés de Foubé et de Barsalgo, suite au drame de Yirgou, sont à la quête progressive de leur bien-être. Et c'est dans un tel train-train quotidien qu'ils reçoivent la visite de la ministre de la Santé, venue faire le constat du dispositif sanitaire sur place.
La bonne santé, ce n'est pas l'absence de maladie, mais c'est un bien-être physique, mental et social. Et la prise en charge mentale a été assurée, la prise en charge sociale a été assurée et la prise en charge physique, là, c'est ça qu'on a amené les médicaments pour pouvoir assurer cette prise en charge. Nous avons, à l'étude des pathologies qui sévissaient le plus au niveau du camp, constaté qu'il y avait beaucoup de maladies respiratoires, il y avait beaucoup de maladies diarrhéiques et nous sommes venus et il y avait également le paludisme qui sévit. Nous avons amené des antibiotiques pour les maladies respiratoires, commençant bien sûr par le haut appareil respiratoire, le nez, la gorge, ce qu'on appelle communément les rhinopharyngites, donc les maux de gorge, les rhumes, et qui peuvent se compliquer de maladies des poumons, ce qu'on appelle les pneumonies. Donc nous avons amené des antibiotiques pour ça. Et comme il y a le palu, nous avons amené également des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action pour protéger les femmes qui sont nombreuses au niveau du camp, les enfants qui sont nombreux également au niveau du camp pour éviter la survenue de paludisme grave. Une épidémie de rougeole avait été détectée sur le site de Foubé, mais on a su qu'elle a été endiguée. Le CORUS a réagi rapidement en déployant avec les directions concernées du ministère de la Santé le mécanisme de vaccination qui a permis de contrôler la rougeole et la méningite au niveau du camp. Au-delà de cette visite aux déplacés, c'est à l'ensemble du personnel soignant de la zone et à leurs patients que Claudine Louguet est venue apporter ses encouragements. En tout cas, le discours de Madame nous réjouit beaucoup. Ça nous encourage à toujours continuer. Parce que, voyez-vous bien, nous sommes restés et pratiquement nous sommes les seuls fonctionnaires qui sont restés. Les gens abandonnent les postes, mais nous, on est restés, faire de notre mieux. Une occasion également pour elle de recueillir leurs doléances qu'elle promet traiter avec diligence. Deuxième invité de cette info, le docteur Mohamed Korglou, ancien médecin urgentiste, président de la Société mondiale Cœur France. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Merci de répondre à notre invitation. Merci pour votre invitation. Très heureux de m'adresser à nos amis du Burkina Faso à travers votre biais, votre truchement. Merci beaucoup. Avec vous, nous parlons d'un sujet assez capital et important pour les Burkinabés, mais de façon générale pour les Africains et pour la population mondiale, on suppose. C'est la question des évacuations sanitaires. Aujourd'hui, ça reste un gros problème pour nos États. Au Burkina, c'est une réalité que les populations vivent au quotidien. C'est un problème. Est-ce qu'au-delà de Burkina, l'impression que vous avez, c'est que c'est un problème qui se pose à l'ensemble des populations du monde? Très cher ami, je vais vous rassurer que le problème des évacuations sanitaires ne se pose pas uniquement au Burkina, mais c'est un phénomène mondial. Figurez-vous que même les Américains sont concernés par ce problème. Il y a plus de 28 millions d'Américains qui vont se soigner hors de leur pays. Mais bon, mettons les choses dans leur contexte. Chaque partie du monde a sa spécificité. Si je reviens à l'Afrique en général et le Burkina Faso en particulier, les besoins sont multiples et divers et ils sont dictés par des plateaux techniques qui ne sont pas encore performants. Et donc le Burkinabé est obligé de quitter son pays à la recherche de soins, d'accompagnement, de conseils avisés hors de ses frontières. Parce que la situation se pose en tout cas avec acuité pour nos populations, parfois liées. On a l'impression que quand on est pauvre, on n'a pas droit à l'évacuation, alors que c'est un droit, la santé. Il y a des idées reçues, particulièrement en France. On dit, voilà, on reçoit des patients africains et ces patients africains, c'est des nantis. Alors que ce n'est pas vrai. Je reçois beaucoup de patients d'Afrique qui sont de simples fonctionnaires, qui sont pris en charge par certains par leurs entreprises, d'autres par le ministère de la Santé du pays concerné. Par exemple, parlons du Burkina, nous recevons Monsieur Tout-le-Monde parce que la DRH de l'entreprise a
une volonté politique à pouvoir et vouloir satisfaire. Ça, c'est des entreprises qui ont les reins solides. Malheureusement, au Burkina, ils n'en existent pas. Les évacuations, ça coûte cher quand même. Ça coûterait cher, mais en réalité, on peut, comment dirais-je, on peut maîtriser les coûts. Et la maîtrise des coûts passe par la mise en place de processus. Parce que là, effectivement, on a comme l'impression que nos États n'ont pas l'expertise en la matière. Il est malheureux, enfin, pas malheureux, mais enfin, il y a un constat qui est vrai, c'est que, à l'instar du Burkina, même d'autres pays de la région, fonctionnent avec l'ancien système, qui est celui d'aller contracter des contrats directs ou des conventions directes avec des fournisseurs de soins, des structures de soins. La structure de soins est là pour fournir un soin, donc pour soigner. Mais le patient, quand il est hors de ses frontières, il n'a pas besoin uniquement de soins. Il a besoin aussi d'accompagnement, d'assistance, etc., que la structure de soins ne peut fournir. Et donc ça, c'est un problème, c'est un état de non-qualité, et ça se répercute sur le coût. Donc on se retrouve à payer des factures faramineuses pour une qualité ou un retour de qualité qui est moindre. Parce qu'on ne connaît pas bien tout le processus, ce qu'il faut. Alors justement, lorsque nous passons par une société telle que Mondial Care, qui est implantée en France, avec des filiales au Maroc, en Tunisie, des process qui sont précis depuis l'accueil, même avant l'accueil du malade, c'est-à-dire depuis l'étude du dossier, l'initiation du dossier du malade, son accueil dans le pays choisi, par un assisteur avec tout un kit, téléphone, dossier, carte d'identification, etc. Une introduction dans le système de soins ou dans le circuit de soins qui est très rapide, permettant de gagner du temps, et le temps, c'est de l'argent, et le temps, c'est de l'argent, et d'autant plus que nous parlons de maladies, donc on stoppe l'évolution de certaines pathologies. Bon voilà, c'est des processus. Mondial Care a mis en place tous ces processus à travers toutes ces filiales, et le patient est pris en charge de la même manière à Paris qu'à Casablanca, qu'à Tunis. Et là, effectivement, c'est vrai qu'au Burkina, vous êtes désormais représenté par 2 amis, c'est bien ça? Alors, au Burkina Faso, Mondial Care est représenté par la Société 2 Amis, qui est dirigée par notre ami Robert Sangaré. L'ancien directeur général de l'hôpital Yalgado. Exactement. Pourquoi ce choix? Très simplement, c'est un monsieur qui connaît le système de santé burkinabé, qui a dirigé la plus grande structure hospitalière du pays et qui connaît parfaitement le système de soins du pays. Avec ce monsieur, nous avons mis en place tout un processus de travail, des mécanismes qui permettent en fait la prise en charge du patient avant son départ de Ouagadougou, jusqu'à son retour à Ouagadougou, et son suivi ultérieur. Est-ce que tout cela, c'est fait sous le couvert ou avec le regard de l'État, ou comment ça s'organise tout ça? Effectivement, les institutions de l'État sont impliquées, puisque c'est eux les donneurs d'ordre. Nos confrères ici au Burkina participent activement à l'élaboration de ce qu'on appelle le parcours de soins. La méthode que nous avons mis en place, Mondial Care, les 2 Amis, les différents DRH et surtout les médecins cancer, c'est une interactivité, une concertation, et sur le projet de soins, et sur le coût, et sur la durée. En fait, le confrère ici à Ouagadougou est au courant du déroulement du process tout le long de son exécution. Et ça, effectivement, ça permet de minimiser les coûts pour les patients, justement. On a tendance à faire une erreur en disant: un tel hôpital me fait une ristourne sur sa nuitée d'hospitalisation, je dis une bêtise, elle coûte 1 000 €, pour vous, je vais vous la compter à 900 € et je suis content et je signe une convention. Vous savez, il suffit de rajouter 2 ou 3 nuits de plus et j'ai récupéré ma ristourne. En fait, l'économie
c'est un processus de travail, c'est une anticipation sur les différentes étapes de ce qu'on appelle le parcours de soins. C'est la mise en place de ce parcours de soins. Et est-ce que ce parcours de soins correspond exactement à l'état de santé du patient, et est-ce qu'il répond aux recommandations internationales? Je ne peux pas prévoir, par exemple, de la rééducation fonctionnelle pour un problème de prostate. Ça n'a pas de sens. Et voilà. Donc, parce que le gros souci, c'est parfois la lenteur. On a comme l'impression que administrativement, où la démarche elle est tellement lourde que le patient perd du temps. Et parfois, la conséquence, c'est qu'il y a des patients qui meurent avant de pouvoir partir. Alors, mettons une définition. Il y a une évacuation urgente où le pronostic vital ou fonctionnel est engagé. Et pour cela, nous avons mis en place des processus très précis avec 2 amis. Par exemple, s'il y a besoin d'affréter un avion sanitaire, l'avion sanitaire peut arriver à Ouagadougou juste le temps qu'il quitte, enfin, le temps du voyage. Pourquoi? Parce que nous n'attendons plus cette histoire de garantie, de financement, etc. Et c'est la raison de l'existence de 2 amis, donc la proximité avec les donneurs d'ordre. Il y a la représentation Mondial Care ici à Ouagadougou. Ça, c'est pour les cas urgents. Donc, parce que le cas s'est posé récemment, l'année dernière d'ailleurs, avec un de nos soldats blessé lors d'une attaque terroriste. Et il y a eu toute la polémique par rapport à son évacuation qui a pris du temps, justement. Très simplement, un avionneur ne donne pas l'ordre ou l'autorisation de décoller tant qu'il n'a pas la mise ou la somme sur son compte bancaire. Nous avons des conventions, nous avons des garanties bancaires qui sont mises en place avec des avionneurs. Donc ça veut dire que mon correspondant à Ouagadougou, dès lors qu'il me dit « moi j'ai la garantie », ça peut durer, l'affrètement peut durer une demi-heure. C'est-à-dire la décision de faire l'affrètement peut durer une demi-heure, 1 heure. On dit à telle heure arrive l'avion, donc c'est le temps qu'il fasse le trajet, par exemple Casablanca-Ouagadougou ou Paris-Ouagadougou, et puis il fait le retour. Là, nous avons gagné minimum 48-72 heures, c'est au profit du patient et donc on lui a permis de gagner en chance. Ça, c'est concernant les évacuations urgentes. Il y a les évacuations non urgentes. Et là se pose le problème du choix de la structure de santé qui va recevoir le patient. Ça ne veut pas dire que l'hôpital a une grande notoriété, que c'est là où je vais adresser mon patient. C'est faux. L'hôpital de grande notoriété est un hôpital hospitalo-universitaire, en règle générale, qui va s'occuper des pathologies très complexes. D'accord. Ce n'est pas le besoin du Burkina Faso. Ok, d'accord. Merci. Vous êtes à Ouagadougou justement pour parler de cette problématique, les évacuations sanitaires. Et en cours de semaine, justement, il en sera question. On reviendra justement sur cette question donc, des évacuations sanitaires au niveau du Burkina Faso. Merci d'être passé dans le 7 Info ce soir. Je rappelle que vous êtes donc le président de Mondial Care France. Merci encore une fois. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Vous restez avec nous pour la suite de ce Saint Info, un monument géant de 5 mètres en ronde-bosse symbolisant le capitaine Thomas Sankara entièrement en bronze. La stèle a été inaugurée cette semaine en marge du FESPACO. Le président du Faso et l'ancien président ghanéen Guéry John Rawlings ont assisté à la cérémonie d'inauguration. C'est en ces lieux que la vie lui avait été ôtée un certain 15 octobre 1987 avec 12 de ses camarades de lutte. 32 ans après, Tom Sank et ses camarades y reviennent plus que vivants dans la mémoire des Burkinabés et de l'Afrique tout entière. Du haut de ses 8 mètres, Thomas Sankara dominera le Conseil de l'Entente et résistera à l'usure du temps, comme pour toujours rappeler aux futures générations qu'il y a une œuvre à continuer, celle de libérer l'Afrique du joug de l'impérialisme dont il a été l'un des farouches combattants. Et ce n'est pas l'un de ses contemporains et fidèles amis qui témoignera du contraire. C'est une restauration qualitative de la liberté et de la justice.
Savoir reconnaître le combat que Thomas Sankara a mené au prix de sa vie est très capital pour nous et pour notre dignité. Thomas Isidore Sankara a impacté sa génération et garde une mainmise sur celle présente. Et même son modèle de leadership doit continuer, d'où le choix du lieu du crime pour implanter son monument. Si ce site a pris une connotation de terreur et semble hanter négativement les esprits, il nous paraît important de ne pas céder à cette falsification du rôle primordial dont il a été investi sous le Conseil national de la Révolution. Et l'image du président Thomas Sankara permettra, nous en sommes convaincus, de laver toutes les souillures des horreurs qui y ont été perpétrées. Ce site ne doit donc pas rester craint et hanté par les citoyens et mérite par conséquent de redevenir un espace populaire. Bientôt, on ne parlera plus du Conseil de l'Entente, mais plutôt du site du mémorial Thomas Sankara. C'est donc à un homme dont l'œuvre aussi brève qu'elle a été, mais saluée de partout dans le monde, que son 4e successeur à la tête de la nation burkinabé rend hommage. Mais le président du Faso a bien conscience que le meilleur hommage qui puisse lui être rendu, c'est bien la justice. C'est le lieu également de saluer l'ensemble des familles qui ont perdu, à côté du feu Thomas Sankara, des gens qui le sont chers. Ça fait déjà 33 ans que cela dure. C'est là, il y a la recherche de la justice qui est en cours. Et nous avons bon espoir que nous arriverons à faire en sorte que ce dossier puisse être enfin jugé et que les responsables soient connus. Le comité international mémorial Thomas Sankara a rappelé au président du Faso la nécessité de trouver une tombe digne du rang du père de la révolution burkinabé. Cette découverte de la statue géante de Thomas Sankara et des bustes de ses 12 compagnons lance le processus de construction du mémorial qui porte son nom. Et on l'a vu donc dès la découverte de cette statue, la polémique qui s'en est suivie. Siaka Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. Effectivement, quand vous regardez cette statue par rapport effectivement à l'image présente, il y a de quoi effectivement être un peu frustré. Oui, effectivement, le visuel rendu pose beaucoup de problèmes. Je pense que beaucoup de Burkinabés se sont exprimés sur le sujet, en particulier dans les réseaux sociaux et dans les médias, pour exprimer leur mécontentement quant au fait que le visage de la statue n'est pas très représentatif de ce qui a été vraiment le visage du président Thomas Sankara. Et c'est tout le débat qui est reposé autour donc, de ce monument, ce mémorial, Thomas Sankara. Dès le départ, le projet déjà qui a fait polémique. Hein. Oui, exactement. Donc on disait déjà que le site n'était pas approprié, lié à la mémoire douloureuse qui est liée à cet endroit, avec donc, la tuerie elle-même qui a eu lieu à cet endroit, etc. Et même aussi beaucoup de tortures supposées qui ont eu lieu à cet endroit aussi. Donc le comité s'est exprimé là-dessus. Maintenant, quand on en revient à la statue, on se demande quelle a été la réaction donc, des responsables en voyant donc, le visage de la statue. Parce que le président Kaboré, par exemple, peut avoir exprimé quelque chose là-dessus, tout de suite en disant que ça ne ressemble pas beaucoup. Aussi, le président Rawlings était très proche du président Sankara, donc aurait pu aussi réagir. Mais on peut se dire qu'à ce niveau, comme ils étaient déjà sur l'estrade et qu'il fallait inaugurer... C'est assez extraordinaire. On se demande comment ça se fait qu'au niveau donc, de la validation, on ne s'est pas rendu compte au départ, pour corriger l'erreur avant ça peut être lié au fait que la statue peut avoir été peut-être pas réceptionnée officiellement avant donc, la cérémonie. Si ce n'est pas arrivé à temps ou ça n'a pas peut-être précipité pour continuer avec le FESPACO. S'il y a ces problèmes de timing, on peut comprendre que ça soit découvert comme ça. Maintenant, une fois que c'est découvert, je pense bien que les responsables vont prendre les dispositions qu'il faut pour corriger, ne serait-ce que le faciès donc, de la statue. Parce qu'il y a d'autres messages subliminaux qui sont envoyés avec ces visages-là, qui n'est pas celui du président Sankara. C'est de se dire qu'on peut vouloir donner un visage à Sankara qui n'est pas vraiment le sien, et à partir de là, toutes les autres images peuvent être transfigurées.
Donc on va ici effacer totalement le vrai visage de Thomas Sankara et l'assassiner une énième fois. Donc ça peut être un risque qui peut courir sur ces mémorials-là. Donc déjà qu'au départ il y a eu des polémiques, il va falloir corriger rapidement cette histoire d'image du visage de Thomas Sankara afin qu'on ne puisse pas faire des interprétations négatives sur les significations qu'on peut donner à cette image qui n'est pas la bonne. Il y a aussi la main levée, là aussi ça fait polémique sur... Sans compter aussi l'écriture, le nom, tome 5, tout ça c'est à corriger. C'est beaucoup à corriger, c'est-à-dire là on voit effectivement que une des caractéristiques principales de la gouvernance actuelle, c'est justement souvent de ne pas rechercher les compétences qui peuvent effectuer un travail sans faute du premier coup ou avec un minimum d'erreurs. Et pourtant, ce sculpteur est reconnu quand même, il a une réputation internationale. Oui, le sculpteur peut avoir les compétences techniques, mais l'encadrement de son travail aussi est important pour qu'il rende l'œuvre qu'on souhaite. Si ceux qui lui ont commandité la statue n'ont pas pris le soin de s'assurer que l'œuvre est totalement conforme à ce qui est souhaité, le sculpteur fait ce qu'il pense. Parce qu'avec une vision artistique des choses, lui peut peut-être nous donner des explications sur tout ce qui ne va pas. Mais ceux qui ont commandité doivent s'assurer qu'effectivement nous avons ce que nous recherchons et que cela ne va pas entraîner la polémique, par exemple, qu'on a eue là-dessus. Donc il y a le sculpteur, mais il y a aussi ceux qui ont commandité le comité d'organisation. Là, c'est raté, hein? Oui, tout à fait. C'est vrai que le comité international prévoit justement que... Oui, ils l'ont exprimé dans un communiqué. Les Donc choses je seront pense corrigées. qu'il y aura beaucoup de choses à corriger, de sorte qu'au moins on ait une image concrète, une image correcte de ce qu'a été le président Sankara, à défaut d'avoir la justice, mais surtout à défaut, malgré que nos dirigeants politiques aujourd'hui font référence à Thomas Sankara à tout bout des champs, le président du Faso lui-même, le Premier ministre également, alors que là où il faut que nous nous entendions, c'est qu'en parlant de Thomas Sankara, il faut aussi voir qu'il a été un homme politique avec une idée, avec une vision, avec des mesures politiques bien précises que nous ne retrouvons pas aujourd'hui dans la gouvernance. Donc, au lieu d'en faire référence toujours, il faut peut-être essayer de répliquer ce que lui-même a appliqué comme politique. Voilà, exactement. La pratique. Voilà. On va terminer rapidement avec le premier anniversaire du putsch manqué de septembre 2015. C'était le 27 février dernier. Un an après, le procès suit son cours. On ne sait pas si on aura le verdict cette année, 2019. Ça reste un procès marathon, mais qui commence à peser lourd dans le budget de l'État. Oui. On s'était demandé pourquoi donc tout ce temps qui avait été pris. On commence maintenant à se demander est-ce que même 2019 suffira encore pour terminer. Quand on suit certaines des audiences, on se rend compte qu'on traîne beaucoup sur des choses sur lesquelles on aurait pu passer rapidement. Déjà, la procédure elle-même avait été... j'avais pensé qu'elle était un peu particulière parce qu'ils ont pris toute une année pour faire des auditions des accusés. Donc l'accusé vient, il explique sa part de vérité, etc. Il passe, un autre vient. Avant qu'on commence maintenant, en janvier 2019, les contradictions avec les passages des témoins, où on rappelle encore l'accusé pour dire oui, un tel dit ça, est-ce que vous confirmez, est-ce que vous... Il fallait le faire en même temps. Voilà, puisqu'il y a une phase d'instruction qui est chargée d'enregistrer les auditions des accusés. Une fois que le juge d'instruction a terminé, au vu des éléments qu'il a réunis, il peut dire je renvoie devant le tribunal pour jugement. Et au jugement, on aurait pu tout de suite aller à la phase contradictoire, c'est-à-dire que auditionner, mais en même temps attirer et faire venir les témoins, et puis peut-être que là, on finissait avec les accusés beaucoup plus rapidement. Maintenant, avec la procédure qu'on a adoptée, ça peut aller, je ne sais même pas jusqu'à quand maintenant ça peut aller. Parce que et le budget, effectivement, pose problème. Encore des listes de témoins, voilà. Effectivement. Parce que même le budget pose problème, mais vous savez qu'il y a au moins 600 soldats qui sont dédiés à la sécurité de ces procès. Quand on sait que par ailleurs, il y a des besoins donc, de sécurité, bon, ça peut commencer à poser problème à la longue. En tout cas, on attendra de voir. Peut-être que 2019 connaîtra le verdict de ce procès. On verra bien. Merci encore. Merci. Et ça sera tout pour cette info. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur notre chaîne. Bonne reprise de travail demain. Bonsoir.